On est de retour. Après quoi? Presque un mois de congé. Ben Baudouin, Johan Lennes, bienvenue au SOS Podcast. Comment ça va? Ça fait du bien la petite pause ou tu t'es ennuyé? Je me suis ennuyé. Bonne réponse. Oui, j'avais hâte de revenir, Ça fait du bien la petite pause, mais écoute, j'avais hâte de revenir. On a des gros galas devant nous, surtout ce samedi. Fait que moi, très heureux d'être ici avec toi, mon Ben. Non, ben moi aussi, très heureux. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns à m'écrire, à me demander quand est-ce qu'on allait revenir. Là. Donc, c'est ça. Le plan, c'était de revenir pour les galas numéros. Bien sûr, on était là en amont et avant et après l'UFC 329 pour McGregor. Quand même une longue pause entre les deux galas numéros là, avec les championnats du monde. Mais là, cette semaine, on met la table, bien sûr, pour l'UFC 330 à Philadelphie. Et honnêtement, c'est une... Ben, là, je me dis, ça va être un petit show d'été, tout ça. Puis là, je préparais l'émission, puis là, je on a quand même beaucoup de sujets à parler, là, donc ça va être un bon... on revient rapidement, là. On revient en force. Exactement. Pas le temps de... Pas comme à la boxe, là, où t'as des combats de retour. Tu t'achètes des rounds, là. Tu sais que tu vas sacrifier 2-3 rounds pour revenir plus fort. Non, nous, là, on revient fort. Directement dans le vif du sujet, donc sans plus tarder, bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Alors oui, regardez, le menu de l'émission, là, retour sur la victoire de la semaine passée de Quillan Salkill. On va faire ça rapidement. Bien sûr, analyse complète de l'UFC 330. Quand même une Canadienne en combat de championnat. Jillian Robertson va tenter de devenir seulement la troisième athlète du Canada à devenir champion ou championne de l'UFC après Carlos Newton et Georges Saint-Pierre. Première femme à réussir l'exploit. Donc, elle pourrait écrire l'histoire cette fin de semaine. Jillian Robertson contre Mackenzie Dern. Ça va être intéressant. Beaucoup d'actualités pour les combattants québécois. Bien sûr, la carte de l'UFC Edmonton. Il se passe des choses à Samouraï pas mal. Ouais. Que ce soit dans la cage ou à l'extérieur, ou ce qui s'en vient. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Et invité, pas surprise parce que je vous le dis là, mais invité de marque, plutôt un peu plus tard à l'émission. On va le recevoir dans une vingtaine de minutes peut-être. Va joindre nous en cours de route. Louis Jourdain. Ouais, grosse invité, là. Le seul et unique, là. Louis Jourdain qui va faire ses débuts à l'UFC. Là, exactement. Qui a dégusté son repas à Contender Series. Là, il y avait un gros test devant lui. Là. Il a passé ça haut la main. Je veux dire, très hâte de le voir en action, moi, à ses débuts, Louis Jourdain. J'ai très hâte d'entendre comment il se sent à quelques semaines maintenant de ce grand début. Là, quand c'est arrivé à l'UFC qu'on attend depuis maintenant 1 an à Contender Series. J'adore. Il a dégusté son adversaire. Et t'as raison, on va lui en parler. Quillan Salkill, parlant de déguster, ne fait qu'une bouchée de Mateusz Gamrot la semaine passée à l'Apex. On le savait qu'il était bon, Salkill, recrue de l'année 2025 à l'UFC. Son KO, qui est devenu viral contre Nasrat Akparast, du Tristar avec ce coup de pied à la tête. Et Gamrot, c'est pas de la petite bière, là. Et je suis pas surpris qu'il ait gagné, mais aussi aisément, c'est surprenant et ça fait peur à la division. Personnellement, je ne m'attendais pas à ça du tout. On s'attendait à un test, on s'attendait à un gros combat. On savait qu'il était spectaculaire. On savait qu'il pouvait nous sortir des gros coups de pied qui étaient bons dans les échanges de grappling aussi. Mais de le voir dominer Gamrot autant, alors qu'on sait que Gamrot, c'est un lutteur hors pair, là, un des meilleurs de la catégorie, qui a déjà gagné contre... Arman Tsarukyan. Merci, Arman Tsarukyan, exactement. On l'a vu faire des échanges incroyables, les deux ensemble, on l'a vu faire des échanges incroyables pendant le combat, donc de le voir se faire dominer aussi facilement, ça démontre à quel point il est dominant. Là. Ça s'est terminé par étranglement arrière à 4 minutes 25 du premier round. Il y a eu... Le meilleur moment de Gamrot, ça a été au sol, justement, quand il y avait cette clé de jambe. Je sais... Tu sauras me le dire, là. Je pense pas que Salkill... En fait, je pense que Salkill a bien réagi. Je pense qu'il a bien réagi. Roulé du bon côté. Mais est-ce qu'il a vraiment été en danger? Est-ce qu'on a essayé de faire du dommage en partant du côté de Gamrot? Essayer de faire du dommage en partant, affecter un petit peu la jambe pour limiter les déplacements, limiter les coups de pied. Ça aurait pu être une stratégie. Je pense que debout, je pense que Gamrot s'est rendu assez rapidement compte qu'il n'était pas de calibre. Les mains de Salkill, elles se crochaient. Là. Tout de suite après une attaque, quand Gamrot initiait les attaques debout, facilement une esquive de Salkill et la main gauche en crochet revenait puis il l'a connecté 2 fois. Donc,
Et quand ça s'est retrouvé au sol la deuxième fois, je pense qu'il était déjà affecté. Gamrot, il avait déjà très mal, blessé. Et tout de suite, quand il y a eu un renversement de position, là, c'était le début de la fin. Là. On a senti que Salkill a touché la cible rapidement. Mais en fait, c'est qu'on a senti que quand il a touché la cible, rapidement, Gamrot a perdu un petit peu ses esprits. C'est ça. Ça allait trop vite, la fraction de seconde n'était plus là. Puis on l'a vu dans des échanges beaucoup plus coriaces, être capable de tenir le fil un petit peu, mais là, clairement, ça fonctionnait pas. Là. 6-0 à l'UFC pour Quillan Salkill. Ça lui fait 13 victoires de suite. Maintenant, il est 13-1. Il a perdu ses débuts, mais c'est 13 victoires de suite depuis ce temps-là, dont 6 à l'UFC avec 5 victoires avant la limite, 3 KO et 2 soumissions, 5 bonus de performance sur ces 6 victoires. Que dire de plus? Ce sont des débuts là, sensationnels. 26 ans seulement, là, 26 ans, c'est pas vieux. Là. Je veux dire, non, c'est ça. Il est très jeune encore là, pour être à un aussi haut niveau en ce moment puis faire autant de vagues dans l'UFC. On se doit d'en prendre soin parce qu'il va aller loin. Là. Oui, mais il est dans une division de tueurs. Avec ce qu'il vient de faire avec Gamrot, il n'y a pas le choix de... là, ça va être Paddy, ça va être Saroukian, ça va être Trophy, ça va être BSD. Ouais. Ça va être des gars comme ça là, qui l'attendent. Là. Il y a Oliveira. C'est une catégorie qui est extrêmement coriace. Là. Je veux dire, c'est que des gros noms. Je veux dire, là... Ça fait du bien de voir du 109. Oui. T'sais. Ben oui, non, ça fait du bien. Ben là, tu sais, Paddy, c'est du 109, oui, probablement. Mais tu sais... de voir un Salkill comme ça aussi dominant, Trophy. mais aussi spectaculaire. On le sait qu'il est... J'ai hâte de le voir faire 2-3 rounds, être dans l'eau chaude un petit peu, nous montrer qu'est-ce qu'il va faire, mais qu'il fasse face à l'adversité un petit peu, parce que là, ce qu'on a vu, c'est de la dominance. Là, il m'a dit en entrevue, et je vais finir là-dessus, là, que un de ses rêves, en fait, là, ça serait affronter Justin Gaethje. Il dit c'est un de mes combattants préférés. Et là, je sais qu'il il est sur la fin, peut-être même est-ce qu'il va se rebattre, possiblement, mais en tout cas, il dit je dois me dépêcher à gagner plein de combats dans les prochains mois. Le plus rapidement pour possible. Si je veux avoir une chance d'affronter Gaethje, mais il le disait pas pour le mettre au défi, mais pour l'idolâtrer. Ça serait un rêve là, pour lui de croiser le fer avec Gaethje. On verra ce que ça va donner. Mais c'est un gars confiant, c'est un gars super aussi articulé, là, très très beau combattant. UFC 330 donc cette fin de semaine. 2 combats de championnat à l'affiche du côté de Philadelphie. Quelle ville de combat. Là. On a vu les face-à-face devant la statue de Rocky, devant les marches cette semaine. Islam Makhachev contre Ian Machado Gary pour le championnat des mi-moyens. C'est la grande finale. Makhachev, le champion. Première défense de ce titre à 170 livres. Après avoir défendu 5 fois sa ceinture à 155 livres. Il va avec une première défense de titre à 170 livres. Il est favori à 3 contre 1. Je pense qu'on devrait débuter une discussion en parlant de Makhachev, qui est de manière consensuelle considéré comme le meilleur combattant livre pour livre maintenant, surtout depuis que Topuria a perdu contre Gaethje à la Maison-Blanche. Où est-il parmi les meilleurs de tous les temps? Parce que, à mon avis, et je pense qu'on s'en est déjà parlé, moi, je le mets déjà devant Habib, juste derrière John Jones, peut-être à égalité avec Georges Saint-Pierre, là, à ce stade-ci. Là. Et puis là, il va peut-être battre le record d'Anderson Silva avec une 16e victoire de suite en fin de semaine. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour ne pas placer Islam Makhachev très, très haut, sinon pas loin du top. Là. Mais là, ça va être sa première défense à 170 livres. Fait que c'est sûr que si en gagnant ça, on ne pourra pas lui enlever le fait que c'est un des combattants les plus dominants qui a existé dans l'histoire de l'UFC. Il va faire ce que Georges n'a jamais fait, c'est-à-dire qu'il a été champion dans 2 catégories, mais il n'a jamais défendu sa 2e ceinture, Georges. Il va égaler le nombre de victoires de Khabib, 29 victoires, parce que là, il est à 28-1. C'est sûr que ça va être difficile à négocier. Là. On a eu de très gros, très grands combattants, là, des Anderson Silva, des Georges Saint-Pierre, des John Jones, des... Chuck Liddell, la vieille époque. J'ai un blanc, là, mais... Victor Belfort. Victor Belfort, certainement. Mais donc, c'est sûr Fedor Emelianenko. C'est lui que je cherchais. Merci, Fedor, Ben. Fedor Emelianenko, parce que Islam Makhachev et Khabib, c'était leur idole. Fedor Emelianenko, c'est pour ça que c'est lui que je cherchais. Clairement, écoute, Makhachev, c'est un des combattants les plus dominants. Puis, je veux dire, j'ai hâte de voir comment il va traiter la distance de Ian Garry. Moi, c'est ça, c'est mon point. Là. Ça va vraiment être de voir, parce que Ian Garry, c'est un combattant qui va vouloir rester à distance, qui est super dynamique, super rapide,
super durable. C'est pas un combattant qui manque d'énergie. C'est pas un combattant que tu vois casser dans ses combats. Il est prêt à faire face à l'adversité. Il est prêt à échanger en grappling. Puis il va être capable de se relever et continuer à bouger et se déplacer. C'est là que ça va être intéressant. Est-ce que Makhachev va pouvoir couper la distance et affronter les genoux qui vont arriver de Ian Gary, là? 6 pieds 3 pour Ian Gary contre 5 pieds 10 pour Islam Makhachev. La portée, 74 pouces pour l'Irlandais, 70 pouces pour le Dagestanais. Donc, clair avantage à Gary. C'est un bon combattant défensif aussi, Gary. Il se fait pas beaucoup toucher. Il contre-attaque bien. Contre-attaque très bien, effectivement. J'essaie de voir. Il a défendu les 7 amenés au sol de Belal Mohamed à son dernier combat. Quand il affronte un autre bon lutteur, il n'a pas affronté vraiment énormément de très très bons lutteurs, en tout cas pas de la trempe de Islam Makhachev. Makhachev aussi rit un petit peu là, quand je voyais dans quelques entrevues, il disait les journalistes lui disaient il a énormément travaillé sa défense contre les amenés au sol, il est très confiant, il s'entraîne au Brésil avec les meilleurs grapplers, il dit si tu veux défendre des amenés au sol, il faut que tu viennes t'entraîner au Daghestan. C'est pas au Brésil que tu vas apprendre ça. Viens dans ma salle, viens dans notre gym. Là, tu vas t'améliorer en lutte. Il a cité Oliveira. Là. Ouais, ben c'est ça, exact. Oliveira, puis il a dit Oliveira, il s'entraîne au Brésil, puis regardez ce qui s'est passé. Exact, c'est ça. Mais tout ça pour dire que contre Mohamed, un bon lutteur, 100% de défense. Et contre Shavkat Rakhmonov, bon lutteur aussi, 8-10 il a défendu, dans une défaite très serrée quand même. Oui. Il va avoir besoin de cette défense-là contre les projections. Puis honnêtement, je lui souhaite bonne chance. Je vois pas comment il peut arrêter. Peut-être qu'il va en défendre quelques-unes, mais je vois pas sur une base régulière là, comment il va pouvoir faire ça. C'est un combat qui est très... c'est deux chocs de style. C'est deux chocs de style complètement. Mais n'oublions pas que Ian Gary, c'est un jeune combattant qui n'a pas arrêté de monter les échelons, qui est vraiment au sommet de ses performances. 28 ans seulement, se bat dans un combat de championnat, a affronté les meilleurs combattants quand même de la division. Je veux dire, a eu des bons tests, le Rakhmonov, Belal, il a battu Prates. Je veux dire, il a battu Prates, je veux dire, c'est un combattant intelligent. C'est un combattant, il faut lui donner. C'est un gars qui a son IQ au niveau du combat est très développé et très élevé. Tu le vois combattre, c'est pas un gars qui va manger beaucoup de coups, c'est pas un gars qui va risquer. Ça lui dérange pas que le combat soit, excusez-moi l'expression, plate. Ça dérange pas d'acheter des rounds pour pouvoir sortir fort. Ça prend beaucoup d'intelligence, de maturité pour faire ça. Puis c'est plate, mais contre un Islam Makhachev, si tu veux gagner, tu te dois de le laisser courir après toi. Premier round, deuxième round, le laisser se frustrer afin de créer des erreurs et là, pouvoir placer un coup qui, un seul coup en MMA, peut tout changer. Là. C'est pas un gars qui a un énorme ratio de KO, par exemple. Malheureusement, non. 5 dernières victoires par décision. Ouais. 7 KO seulement en 17 combats. C'est pas beaucoup, là. Écoute, tu parlais... Encore une fois, c'est pas pour casser du sucre sur le dos d'Ian Machado Gary, qui est un bon combattant, mais je vous le dis, à mes yeux, Islam Makhachev est peut-être le meilleur de tous les temps. Ou quand il va prendre sa retraite dans quelques combats, s'il continue de gagner, il va être le meilleur de tous les temps à mes yeux. Puis tu dis, il a battu Prates, il a perdu de justesse contre Rakhmonov, il a battu Belal Mohamed. Mais tabarouette. Islam Makhachev a battu Charles Oliveira, Dustin Poirier, Arman Tsarukyan, Alexander Volkanovski 2 fois. Je veux dire... non, je comprends. Je comprends, là. Je veux dire, on peut pas comparer, mais quand même, je veux dire, Ian Gary mérite sa place. Il mérite sa shot. Puis, s'il y en a un qui a un style pour surprendre, ça peut être peut-être Ian Gary. Parce qu'on l'a vu, là, détruire Jeff Neal, un vétéran qui est un super cogneur, juste avec ses genoux. Il faisait juste envoyer des genoux, des coudes. Je veux dire, c'est un combattant très complet. C'est un gars qu'on le sait qui est très intelligent dans sa manière d'échanger. Fait que je pense que s'il y en a un qui peut créer la surprise, ça peut être Ian Gary. À suivre. Donc, il est confiant. Il est... En tout cas, ça serait une... Je pense que ce serait une des plus grosses surprises. Je sais pas, peut-être pas une plus grosse surprise que Gaethje contre Topuria, mais en tout cas, ce serait... ça serait une grande surprise. Puis ce serait... En tout cas, puis c'est un bon gars, là, Ian Gary. Je l'ai déjà eu en entrevue. C'est quand même sympathique. Tout ça, c'est une grande gueule, mais quand même, tu sais...
Puis je pense qu'il respecte énormément Islam. Il sait dans quoi il s'embarque. Puis je pense qu'il a la bonne approche. Il dit, moi, je veux devenir le meilleur, je veux devenir le champion, il faut que je batte le meilleur. Puis il n'y a pas de meilleur en ce moment en arts martiaux mix que Islam Makhachev. Mackenzie Dern contre Jillian Robertson. Donc, Mackenzie Dern qui va tenter de défendre pour la première fois son titre des poids pailles de l'UFC, titre qu'elle a acquise. Le titre, elle l'a acquis, oui, donc au masculin. En octobre dernier contre Virna Jandiroba. Dern, spécialiste de jiu-jitsu brésilien sur 3 victoires consécutives. Et Jillian Robertson, une des très, très bonnes lutteuses et avec un instinct de finition, un instinct de tueuse assez élevé. Elle détient le regard à égalité avec Amanda Nunes, avec le nombre de soumissions à l'UFC, avec nombre de victoires avant la limite à l'UFC avec 10, dont 8 soumissions. Bref, Dern est la favorite. J'ai comme l'impression que je pense que Jillian Robertson a ses chances, honnêtement. Je pense que Jillian Robertson a ses chances. Certainement qu'elle a ses chances. C'est 2 combattantes qui se ressemblent énormément. Les 2 combattantes ont vraiment des profils similaires. 33 ans du côté de Dern, 31 ans du côté de Robertson. 16 victoires, 5 défaites Dern, 17-8 Robertson. Les 2 ont pratiquement 15 combats dans l'UFC. Je veux dire, ils se sont beaucoup suivis. Ils ont vraiment... Puis moi, je trouve ça intéressant des gens qui ont des profils qui se ressemblent et non pas 20 combats d'un côté, 8 combats de l'autre côté. Souvent, on a des nouvelles stars, des vedettes qui arrivent. Là, c'est pas ça. C'est 2 vétérantes de l'UFC, 2 jeunes, 2 athlètes féminines qui ont fait leur place dans l'organisation, qui ont eu leur haut, leur bas, qui ont touché au top, qui ont redescendu et que là, ils vont... Mackenzie qui est la championne, mais Juliana Robertson qui est une Canadienne qui, comme tu l'as dit tantôt, pourrait être la 3e à aller chercher un championnat du monde de l'UFC. C'est grandiose. À chaque combat, elle a les cheveux rouges. Elle représente le Canada. Ça a toujours été ça. Honnêtement, c'est avec tout mon respect, si j'avais eu à mettre des sous, chose que je ne fais pas, jamais j'aurais pensé que Juliana Robertson, un jour, se rendrait en championnat du monde. Fait que je lève mon chapeau parce que ça fait longtemps qu'elle est là. Puis elle a pas eu toujours... 20 ou 21e combat à l'UFC. Elle a exactement 20 combats à l'UFC. Elle est 14 victoires, 6 défaites à l'UFC. Elle a eu des gros combats, des combats difficiles. Et là, elle est sur toute une lancée. Puis je pense qu'elle a ses chances parce qu'elle a une lutte très solide. Puis comme tu l'as mentionné, elle est capable de terminer le combat 3 KO chez les poids féminins. C'est quand même gros. Elle a mis 3 fois ses adversaires hors de portée, donc hors de combat, pardon. Donc vraiment, Robertson a ses chances. Faut que nos yeux soient arrivés là-dessus. C'est un combat qui est important. Une Canadienne qui peut gagner ça, puis je pense que ça va être un gros combat, ça. Premier combat de championnat féminin à l'UFC de 2026. Oh. On est au mois d'août. Okay. Les arts martiaux mixtes, l'aspect féminin là, à l'UFC, les catégories féminines, ça n'a pas été facile. La blessure de Kayla Harrison, bien sûr, qui nous a privés du duel contre Amanda Nunes en début d'année. Valentina Shevchenko, qui est ennuyée par des blessures, qui ne défend pas son titre. Et là, finalement, au moins, on revoit Mackenzie Dern, là, enfin. J'ai parlé à Mackenzie Dern un peu plus tôt aujourd'hui. Et pour tout vous dire, c'était super intéressant, vraiment sympathique. De le faire à 48 heures du combat, là, elle a pris le temps. Merci à elle. Mais j'ai oublié d'appuyer sur record. Mais non. Je te jure. Wow. Je pensais d'avoir des extraits à vous présenter. C'est pas ton genre en plus, ça. Ça m'est déjà arrivé. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'étais sûr que je l'avais fait. Écoute, voilà, mon erreur. Mais pour vous un peu résumer ses propos, parce que moi, je vois ça, et elle était d'accord avec ça, en fait, c'est qu'elle voit Jillian Robertson, elle la prend très, très au sérieux. Elle la voit comme une Virna Jandiroba, mais beaucoup plus agressive, avec beaucoup plus de chien, de mordant. Et si vous vous rappelez, Jandiroba, la brésilienne, avait amené 9 fois au sol Mackenzie Dern. Chaque fois, Dern avait réussi à se relever, mais il y avait quand même eu 9 minutes de contrôle. Mais Jandiroba ne faisait rien sur le dessus. Elle ne faisait que tenter de contrôler. Elle ne tentait pas d'améliorer sa position. Ne tentait pas vraiment de ground and pound. Alors, et ça lui a peut-être coûté le combat parce que les juges ne l'ont pas récompensé pour ses 9 projections et c'est Dern qui a gagné le combat avec le dommage qu'elle a fait debout, avec un striking vraiment amélioré. Là. C'était vraiment pas sa force, puis une belle progression à ce niveau-là. Mais elle s'attend à ce que Robertson utilise un peu la même technique, c'est-à-dire beaucoup de projections, très très bonne lutteuse, on se répète, mais qu'une fois au sol, elle va être pas mal plus intense que Jandiroba. Donc, elle est prête à ça. Elle s'attend à avoir un avantage clair au niveau du striking. Robertson, c'est pas sa force non plus, le combat debout, même s'il est entraîné par Dewey Cooper. En fait, par Dean Thomas, qui est un excellent coach de striking. Mais bref,
c'est ça. Tu parlais de leur profil. Genre de voir si la lutte agressive de Robertson va donner du trouble à Mackenzie Dern. Elle n'aura pas le choix, je pense, de l'amener au sol et de faire très attention aux soumissions. Même de son dos, Dern peut faire des soumissions. Mais je pense qu'elle est capable de rester sur le dessus, contrôler, faire du dommage, ce que Jan Giroba n'avait pas fait. Elle a un chemin vers la victoire pour ça. Les 5 rounds, ça va être une clé. Ouais. 5e combat de 5 rounds pour Mackenzie Dern. Un premier en carrière pour Jalen Robertson. Et ça arrive en combat de championnat quand même. Donc, c'est une grosse inconnue, je pense. La condition physique et juste comment on gère un combat de 5 rounds versus un 3 rounds. Ouais. Faut pas oublier que Mackenzie Dern, ses fondations puis ses bases, c'est le jiu-jitsu, puis on le sait. Puis souvent, je trouve qu'elle est à l'aise sur son dos. Je trouve qu'elle accepte de se faire amener au sol. Ouais. Puis je pense que c'est là que ça peut être dangereux parce que des positions de jiu-jitsu, quand tu peux recevoir des coups de coude, des coups de poing, du ground and pound, comme tu l'as mentionné, c'est dangereux. Puis Robertson, c'est quand même de ses forces. Ça. Fait que comme tu viens de dire, là, je pense que ça pourrait être une clé. Ouais. Intéressant, donc, pour cette demi-finale. Donc, 2 combats de championnat. Charles Johnson affronte Eduardo Chapolin. C'est un gars qui fait ses débuts à l'UFC, remplace José Ochoa à la toute dernière minute. Là. Donc, ces 2 gars-là... Johnson, il est bon. Là. Il a déjà battu Joshua Van. Charles Johnson, il refuse personne, on va se le dire. Là. Pour elle, il est tout le temps en train de faire souvent des combats. Là, il y en a un autre. Là. Tu sais, Edward Chaplin, là, je veux dire, c'est un remplaçant, mais c'est tout un combattant. Là. Il est 4-1 avec LFA. Il a gagné son combat à Contender Series. 15 victoires, 2 défaites seulement. C'est un gros test. Là. Exactement. Puis, en tout cas, les deux ont une très belle place sur la carte, en fait. Ouais. Donc, ça va être une belle opportunité pour eux de se faire voir. Edson Barboza, est-ce que ce sera son champ du signe? Plusieurs le pensent. Il l'a même mentionné un petit peu cette semaine. Je pense que s'il perd, ça pourrait être la dernière fois. Là. Il a 40 ans. 3 défaites de suite. 100 victoires à ses 4 derniers. 4-9 à ses 13 derniers. Bref, c'est plus le Barboza des beaux jours. Donc, puis il y a un bon test devant lui. Oui, Ribovic. Ouais. Tu sais, Ribovic, là, c'est tout un combattant. Là, puis c'est un spécialiste de kickboxing. Là, ça va. J'aurais adoré voir Edson Barboza dans ses meilleures années contre Ribovic en ce moment. Parce que ça aurait été sensationnel comme combat. Là, la vitesse va aller du côté de Ribovic. C'est là que ça va être difficile. Donc, bonne chance, mais profitons peut-être de cette dernière sortie du Brésilien Edson Barboza, qui a été, à son époque, un des combattants les plus spectaculaires de l'organisation. On enchaîne. Notre invité de marque est en ligne, Louis Jourdain, qui affrontera Timmy Kwamba à l'UFC Edmonton le 17 octobre prochain. Il va faire ses débuts, donc, dans la grande organisation. Louis, bienvenue au SOS Podcast. Oh oui, tu peux prendre ta petite bouchée de carotte, vas-y. Là. C'est quoi, c'est du melon d'eau? Non, c'est pas une carotte, c'est du melon d'eau. That's it. Un gars qui mange bien. Louis, comment tu vas, mon ami? Écoute, il était temps, là, j'ai le goût de te le dire. J'imagine que toi, tu le savais depuis un petit peu plus longtemps que nous, mais c'est quoi l'état d'esprit là, qui t'habite présentement à quelques semaines du duel? En fait, non, je ne savais pas vraiment en avance sur vous. Ils m'ont proposé ce gars-là, j'ai dit oui. On n'a même pas signé le contrat, puis ils ont annoncé le combat comme le lendemain. Oh. On a reçu le contrat beaucoup après. En tout cas, je sais pas s'il faut que je le dise, là, mais c'est comme c'est arrivé one shot. Là. Mais regarde, j'ai dit oui, puis on savait que c'était lui. Fait que, je suis bien content. Je suis bien content. J'ai enfin une date, un adversaire, un combat. C'est le fun que ce soit au Canada aussi. Fait que moi, je suis super satisfait. Comment ça a été aussi long? On parle d'1 an, Louis. Un peu plus qu'1 an entre ta victoire à Contender Series et tes débuts officiels dans l'organisation. Je pense que c'est un mélange de plusieurs circonstances. L'UFC était au courant qu'il fallait que j'aille au PI, qu'on détermine un petit peu la weight class dans laquelle j'allais me battre. Puis après ça, le PI leur a dit, il lui faut un petit peu de temps pour prendre un plus gros gabarit pour se battre à 135. Mais c'est ça, il y a eu des petites affaires en arrière du décor. Aussi, on était censé booker moi et Charles sur la même carte. Finalement, Charles, ça a été repoussé. Puis là, ils ont dit qu'il allait me repousser aussi. Donc, c'était comme plein de circonstances. Mais oui, en effet, ça a été extrêmement long. Mais on est là. Ça s'en vient. Moi, écoute, Louis, je suis super content de t'avoir à l'émission. Puis je suis super content de finalement te voir faire tes débuts dans la grande organisation, spécialement après la performance que tu as faite à Contender Series. Ouais. Moi, je pense qu'un break d'1 an, ça peut faire du bien. Des fois, c'est pas nouveau que tu vois des combattants qui essayent d'accumuler les combats rapidement, puis malheureusement, c'est pas toujours la chose à faire. Des fois, un break d'1 an, ça te permet de tune-up, de resserrer, faire des petits ajustements, puis d'être fin prêt pour ton combat. Comment tu vois ça, ce combat-là? Comment tu vois ça, ces débuts-là à l'UFC? Comment tu appréhendes ça?
Ben, premièrement, ça fait du bien un délai d'1 an, mais pas vraiment. Ça fait mal au portefeuille, premièrement. C'est ça. Mais c'est sûr que c'était agréable, mettons. Tu sais, les problèmes du UFCPI, c'est vraiment les meilleurs au monde. Fait que j'ai ma forme physique en ce moment, c'est la meilleure qu'elle a jamais été parce qu'ils sont tellement spécifiques au MMA. Ils ont vu mes forces, mes faiblesses, puis on a tout calibré pour que mon corps soit optimal pour le combat. Fait que ça, c'était super le fun. Puis c'est ça, je suis extrêmement en shape pour ce combat-là déjà. Puis en plus, il reste comme 8 semaines. C'est comme si, en ce moment, je fais du sparring. Puis c'est comme si j'étais à ma dernière semaine, avant la semaine de repos, un petit peu avant le combat. Je suis déjà super en forme. Fait que ça fait du bien. Fait que le but, c'est de calibrer tout ça pour pas piquer trop tôt. Puis il reste encore beaucoup de temps. Fait que ça c'est sûr, c'est agréable. Tu parlais de prendre la masse, d'ajuster ton corps au 135. Deux choses là-dessus. Combien t'as pris de poids depuis 1 an? Puis ça doit être bizarre, les soupers de famille. Charles, lui, il est gros pour 135. Faut pas qu'il mange. Puis toi, faut que tu y ailles pour une deuxième assiette, c'est ça? Ben, en fait, non, pas vraiment. On est presque le même poids en ce moment. J'ai pris une dizaine de livres, mais c'était pas du gras, c'est que du muscle. Parce que les programmes sont vraiment adaptés pour ça. Puis tu sais, moi, ils m'ont dit que j'étais trop gros pour 125 parce que les 125 qui pèsent mon poids en ce moment, tu sais, ils ont 20 livres de gras. Mais moi, je suis à 6% body fat à 155, tu sais. Fait que j'étais vraiment trop gros pour les 125. Mais les 135, souvent, sont beaucoup plus heavy que moi. Ils ont une plus grosse masse musculaire, un petit peu comme Charles, mais j'ai catch-up assez vite. Fait que ça c'est sûr, c'est le fun. Mais en même temps, le poids, on parle toujours de poids, mais c'est un combat. C'est deux personnes dans une cage qui se battent quand même, qui est 20 livres de plus que moi. Ma job, c'est de le battre pareil. S'il serait 50 livres de plus que moi, ça serait quand même ma job de le battre. Fait que je regarde pas tant le poids, tant que ça. Tu sais, c'est pas un facteur dans ma tête pour le combat. C'est un combat. C'est comme dans l'époque des gladiateurs. Est-ce qu'eux, ils disaient, le gars, il est un petit peu trop long, je me battrai pas avec. Non, ils se battaient. C'est tout. Ouais, c'est ça. Il y en a pas de poids. Hey Louis, là, tu affrontes Kwamba, 27 ans, 10 victoires, 4 défaites, une fiche de 2-3 à l'UFC. Comment tu vois ça, ce combat-là? As-tu regardé un petit peu les vidéos? Sais-tu un petit peu à quoi t'attendre? J'ai des coachs qui s'occupent de ça, mais ce que j'ai appris, ben tu sais, ça, tout le monde est différent, ça, c'est personnel à moi, mais je vais plus commencer à regarder les combats de ce gars-là comme 2-3 semaines avant le combat, parce que souvent, ce qui arrive avec les combattants, puis moi, ça m'est arrivé, c'est que je me bourre la tête de « le gars, il est bon là-dedans, fait que là, faut pas que je fasse ça. » Puis là, ça commence à être trop de facteurs. C'est moi qui va dicter le combat. J'ai des forces, puis il faut pas que mettons, je mette pas dans mes forces parce que lui aussi, il est bon là-dedans, puis etc. C'est comme, de toute façon, je vais m'adapter dans le combat. Puis tu sais, c'est sûr que tout le monde a des patterns qu'on peut exploiter, mais ça, c'est la job de mes coachs, mais j'ai rien regardé sur lui. J'ai même pas regardé son record, j'ai pas regardé qui a battu, j'ai juste dit oui, parce que de toute façon, à l'UFC, il faut que tu battes tout le monde. Je vais pas commencer à dire, j'ai pas envie de me battre contre lui. Si tu veux te rendre au top 5, il faut que tu battes tous ceux qui sont devant toi. Puis si je suis pas assez bon pour toutes les battre puis me rendre dans le top 5, ben ça va être ça, tu sais. Fait que moi, j'ai juste dit oui. Mes coachs l'analysent, ils me disent un peu ses tendances, mais je focus vraiment sur moi. Moi, je pense que si je suis bien mentalement, physiquement, j'ai un bon cardio, je suis explosif, je crois que je peux toutes les battre. Je crois que je peux me rendre vraiment au moins dans le top 5. Mais si c'est pas pour la ceinture, of course, c'est sûr, c'est important d'avoir de l'ambition, mais tu sais, des fois, je regarde des combattants, ils sont top 10, puis je suis comme, je pense que je pourrais le battre. Ah ouais, hein? Fait que, mais c'est encore drôle parce que le pire là-dedans, c'est les up-and-comers, surtout qui viennent de contender, puis sont super bons. Ils sont quasiment meilleurs. Des fois, il y a des gars là, qui arrivent à l'UFC puis sont quasiment meilleurs que les vétérans. Je suis sûr qu'ils pourraient les battre. Fait que c'est un petit peu une eau de requin. Même les up-and-comers sont très, très, très dangereux. Fait que c'est pas parce que le gars, il est 40 mondial dans les 135 qu'il est pas super bon puis il pourrait pas battre le numéro 5, tu sais. Non, 100%. Puis le sport évolue. Et, on parlait en début d'émission de Quillen Salkill. Là. Il y a 26 ans. Il y a 14 combats pro. Il y en a 6 à l'UFC. Il est arrivé puis il fait des ravages. Exactement. C'est ça. C'est des gars. C'est exactement ça. Comme tu dis, là, les jeunes arrivent puis
les vieux de la vieille, ben d'un, ils ont du millage, oui, ils ont l'expérience, tout ça, mais tabarouette, le corps, des fois, ça, surtout dans un sport aussi brutal que les arts martiaux mixtes, t'es sûr que ça peut nous rattraper un jour. Donc, c'est ça, t'as absolument raison. C'est correct d'avoir de l'ambition aussi. Puis, tout à ton honneur d'accepter un gars qui a quand même 5 combats d'expérience à l'UFC. Je suis pas sûr que. Il y en a plein probablement qui auraient préféré. On peut-tu me donner un gars qui a aussi un combat max, 2 à l'UFC? Non, toi, un gars qui est à son 6e combat sans problème. Ça va nous donner une bonne idée d'outer. On a vu à Contender que tu étais en pleine possession de tes moyens. Honnêtement, je pense que c'est. Puis on s'en est déjà parlé, là, je pense que c'était ta plus belle performance en carrière. Tu as montré que tu étais supérieur debout. Tu as montré que tu étais supérieur au sol. Ton IQ était supérieur également à Magno Diaz, qui était perçu, je pense qu'il était le favori pour votre combat, puis tu l'as dominé, là. Est-ce que tu as encore... Le pire là-dedans, c'est que j'étais même pas à mon plein potentiel. Honnêtement, quand j'ai accepté ce combat-là, j'étais à 5 semaines du combat, puis j'étais vraiment off the couch, là. Je venais de gagner mon combat à Montréal, puis je savais pas trop qu'est-ce qui allait se passer, puis je m'entraînais, mais tu sais, c'est comme pas tant que ça. Puis là, il m'appelle, puis il me dit, tu veux-tu te battre dans 5 semaines à Contender? Puis tu sais, j'avais pas le UFC PR derrière moi avec les programmes, 5 semaines d'entraînement, c'était loin. C'était une de mes meilleures performances, mais c'était loin d'être le meilleur Louis que je pouvais être. Ah oui, en plus. En tout cas, j'espère qu'un an plus tard, ça t'a pas quitté. En tout cas, tu as l'air confiant que tu vas être encore même meilleur. On va le voir le 17 octobre. Avant de te laisser partir, je veux ton avis sur ce qui s'est passé avec Samouraï et Tommy Morrison. Là. Ça a fait pas mal jaser dans le MMA québécois. Ouais. Ce que Daniel Lafont a dit, que toi ou Stéphane, ton agent, aviez refusé un duel contre Tommy Morrison il y a quelques années. Je sais que toi, tu es allé commenter. Tu as dit que c'était pas le cas. Ouais. Peux-tu nous confirmer? Raconte-nous ta version des faits, là, Louis. Non, mais c'est ça. Tu sais, pour vrai, moi, je suis un gars vrai dans la vie. Puis si ça aurait été vrai, je l'aurais assumé. Puis j'aurais rien dit. Mais c'est 100% pas vrai. Littéralement, Stéphane, mon manager, il a posté les screenshots. Ils ont demandé « faut que Louis prouve qu'il peut faire 125 une fois. » Fait que là, je me suis battu contre l'ancien adversaire de Tommy. Puis je l'ai battu au round 1. J'ai fait un Kimura. J'ai fait 125, pas de problème. Après ça, on n'a pas eu de nouvelles. Mais c'était vraiment un méchant mensonge que Daniel Lafont a fait. Parce que, dans le fond, moi, je pense que son but, c'était comme de protéger sa star, Tommy Morrison, en disant non, tu sais, comme lui, il aurait voulu se battre contre. Puis je suis sûr que Tommy aurait dit oui, c'est ça le pire. En fait, là, je vais vous le dire, moi puis Tommy, on se parle souvent. Tu sais, comme on s'est envoyé des messages après ça, puis c'était comme, tu sais, on n'a rien un contre l'autre. Zéro. Les deux, on aurait dit oui, mais c'est les managers, les managers, pas le mien, mais c'est du monde autour. Mais vraiment, c'était un gros mensonge que Daniel Lafont a dit pour bien paraître, pour faire bien paraître Tommy qui est encore avec Samouraï, mais c'était pas vrai. Fait qu'il fallait que j'y rectifie, mais c'était rien contre Tommy parce que je suis sûr que lui, il aurait dit oui. Il est super bon, puis j'ai vraiment hâte de voir Tommy à l'UFC, puis on se l'est dit. Mais je trouvais ça poche un petit peu parce que moi, j'ai toujours encouragé Samouraï. J'allais dans les shows, j'envoyais des beaux messages à Daniel de dire merci de supporter le MMA québécois. Fait que je trouvais ça poche un peu qu'il essaie de, en protégeant Tommy, de ternir ma réputation en disant non, c'est Louis qui a dit non parce qu'on n'a jamais dit non. On a littéralement fait le poids à 125. On n'a jamais eu de nouvelles après. Puis 100% qu'on aurait dit oui. Fait que je trouvais ça plate que pour protéger Tommy, il salisse un peu ma réputation en disant que j'étais un peu heureux puis que j'ai dit non. Puis tu sais, le pire, c'est que j'ai reçu des messages de personnes quand même assez proches de lui qui me disaient, tu sais, Daniel disait à tout le monde que t'étais terrifié de Tommy, tu sais, des trucs de même. Oh. Puis là, je suis comme, c'est pas grave. Pour vrai, je m'en fous complètement, mais c'est sûr qu'il a perdu un fan puis il a perdu quelqu'un qui aurait pu supporter Samouraï MMA parce que c'était vraiment un mensonge. Puis si ça aurait été vrai, j'aurais come up with it, j'aurais dit c'est vrai qu'on a dit non à cause de ça, puis j'aurais pas été commenté. Mais c'est un mensonge. Bref. Merci d'avoir accepté de commenter le dossier. My two cents, je sais pas si ça va changer quelque chose. Je pense que Daniel, je lançais plutôt des flèches à Stéphane, ton agent, qu'à toi. Ouais. Je sais pas s'il t'a mentionné dans l'extrait. Je pense qu'il est un peu comme tu as dit, là, il y a des managers, il y a des gérants, des personnes externes qui sont entrés dans le dossier. Je pense qu'il lançait plus des flèches à... quand il dit la balle était dans le camp de Jourdain, c'est littéralement mon nom qui met là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que ça, j'ai pas trouvé ça correct. Puis comme j'ai dit, si ça aurait été vrai, j'aurais own it.
mais c'était pas vrai. On n'a jamais reçu le call. Mon manager se l'est jamais fait demander. On a tous les screenshots, tous les messages, on a toutes les preuves à la fin de la journée. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire? Exact. Mais ça met du piquant, Louis. Ouais, puis il était très professionnel, Louis. Tu fais ça très professionnel. Moi, là, je t'ai trouvé écœurant. Good job. Écoute, j'ai même parlé à Daniel Lafont en message, puis j'ai dit, écoute, Lafont, ben écoute, Daniel, je lui ai dit, regarde, à la fin, ouais, écoute-moi bien, Lafont. Non, je lui ai dit, écoute, à la fin de la journée, tu sais, parce que lui, il me dit, écoute l'entrevue au complet, regarde le contexte, tout. J'ai dit, non, à la fin de la journée, tu as mentionné mon nom, puis j'ai dit, je m'en fous, tu devrais t'en foutre de l'opinion des autres, puis à la fin de la journée, ça te fait juste de la publicité pour ton show, fait on n'en a rien à foutre. Et on en parle au SOS Podcast. Peut-être qu'on verra, un Morrison Jourdain à l'UFC un jour. Peut-être. Si la vie le veut bien. Je pense pas que toi, Louis, tu vas redescendre à 125 avec ce que tu nous as expliqué que tu fais au PI. Mais peut-être qu'un jour, Tommy montera. On est tellement peu de Québécois à l'UFC. Pourquoi on se battrait contre? Pourquoi on pourrait pas, genre, tout, s'aider puis promouvoir le Québec partout dans le monde en représentant? Pourquoi faudrait qu'on se batte? Comme la pire question que je reçois tout le temps, c'est quand est-ce que tu vas te battre contre ton frère? Ça, là, wow. J'adore ça. Il y a encore des gens qui posent cette question-là. C'est fou. OK, Louis, on a pris assez de ton temps. Merci énormément. Bon camp d'entraînement. J'imagine que tu as aussi Charles qui va se battre, lui, le mois prochain, un mois avant toi, le 19 septembre contre Marlon Vera. C'est sûr qu'on en reparle. Gros combat pour Charles, gros combat pour toi contre Timmy Kwamba. Merci beaucoup, Louis, d'avoir pris le temps d'être passé et très hâte de voir tes débuts, mon cher. Yes, merci, Louis. Merci pour l'invitation. Ciao. Bye. T'aimes-tu ça, toi, Yoann, les petites bisbilles comme ça d'arts martiaux mix locaux? Moi, mais pas trop, je peux pas dire. Non, mais écoute, comme tu l'as dit, il l'a fait de façon professionnelle. Il a donné sa version des faits. Ouais. J'haïs pas ça quand il y a un petit peu des petites situations comme ça. Il faut pas que ça déborde, mais là, on crée un petit quelque chose. Ça met du piquant un petit peu, c'est sûr. On le fait avec Chaput puis en ce moment, c'est sûr que... Il y a de l'animosité, les deux se piquent, ils vont s'affronter, c'est le fun d'avoir un combat québécois, tout ça, mais ça reste dans l'acceptable. Dans l'acceptable, exact. C'est là que tu vois si... les gars sont un peu faits pour ça. Parce que ça met énormément de pression, ça met de l'animosité, ça met les yeux, les regards, toute l'énergie est concentrée sur ton combat. Tu te dois de livrer la performance puis de ne pas laisser toute cette pression-là t'envahir. Là. Fait que ça, c'est pas toujours facile. Exactement. Et peut-être que Daniel, s'il nous écoute, aura peut-être pris quelques notes sur l'appel de Louis. Là, parce que c'est vrai qu'il y a un peu garoché Louis en dessous du boss avec ces commentaires-là. Des commentaires qui auraient pu rester en coulisses. Des négociations, c'est pas toujours fait pour mettre sur la place publique. Mais surtout que Daniel a quand même un poste et un pied important maintenant dans le monde du MMA. C'est la personne la plus influente dans le MMA québécois. Ouais. Et c'est une des personnes les plus influentes dans le MMA avec canadien. Avec l'organisation et avec tout ce qui fait bouger autour de lui. C'est tellement positif. Samouraï, tout ce qui arrive, c'est positif. Exactement. Ça devient tellement gros, tellement beau. Fait que, en ayant l'emplacement qu'il a, c'est sûr qu'il faut faire attention parfois. Parce que ça peut prendre des ampleurs démesurées. À sa défense, et c'est une personne que j'adore, que je trouve très intègre. Je pense pas qu'il disait ça... c'est pas un gars que j'imagine avoir de la malice, des mauvaises intentions derrière. Un très bon fond. Je pense qu'il jasait, on lui a posé la question, Morrison Jourdain, est-ce que ça aurait pu arriver? Puis il a juste dit, sa version, comment lui a vu cette... Puis je pense qu'il y a une certaine frustration envers des managers, en général, sans pointer personne, mais je pense que ça lui est arrivé souvent, depuis le début de Samouraï, d'essayer de faire des combats québécois. Puis c'est très difficile, parce que tout le monde se connaît. C'est tu le sais. Affronter un Québécois, tu dis, mais je me suis entraîné avec, c'est mon chum. J'ai des chums qui s'entraînent à son gym, après ça va créer ça va être bizarre. C'est un petit monde, c'est difficile. Avec les combattants, c'est pas ça qu'ils préfèrent. Ils préfèrent affronter des gars de l'étranger, des gars d'ailleurs au Canada qui connaissent pas, qui n'ont pas de lien. Mais le côté business, c'est très vendeur des combats tout québécois. Donc, du côté de Daniel, il veut en faire plus, puis c'est difficile pour lui. Puis il y a des frustrations, il l'a dit souvent. J'aimerais ça que les fighters et leurs managers soient plus willing de le faire. Puis il l'a mentionné publiquement, puis je pense que ça, c'est un des exemples. Puis, je suis complètement d'accord. Puis je pense que ça peut juste inciter les autres à peut-être se dire, OK, go, on fait des combats locaux. Puis le plus important là-dedans, c'est de se dire, peut-être pas dans les premiers ou deuxièmes combats, mais à un moment donné, dans ta carrière, tu n'auras pas le choix d'affronter
un des meilleurs dans ton entourage pour pouvoir percer. Là. OK. On va continuer de parler de ça parce qu'on va parler, entre autres, de ce qui se passe chez Samouraï dans notre section Actualité. On termine l'émission avec les nouvelles. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Rapidement, dans notre section Actualité, on commence avec... on revient à Samouraï dans une minute, là, mais l'UFC 331, ça a été confirmé dans les derniers jours. Van contre Pantoja 2. Arman Tsarukyan contre Mauricio Rofi. Ça, c'est du gros calibre. Là. Ouais, ça va être quelque chose. Qui gagne? Vite de même. Ben, ça va être entre la... Si Arman Tsarukyan est capable de couper la distance, ça me fait penser un peu à Ian Gary, Islam Makhachev, honnêtement. Là. Tsarukyan, tellement fort au sol. Partout. Là, mais Rufi en pleine éclosion là, en ce moment. Ouais, c'est ça. Gable Stevenson va être de retour et Marlon Vera contre Charles Jourdain, on en parlait avec Louis. Donc, gros combat très important pour Charles. On le savait, puis ça a été officialisé la semaine passée. Puis je suis comme, OK, je pensais que c'était fait déjà. Bref, on peut le dire maintenant et en parler de vive voix. UFC Edmonton, confirmé aussi plusieurs combats. Buckley contre Malott, ça va être votre finale. Donc, Mike Malott, encore une fois, en finale au Canada. Il est 13e, Malott. Buckley, 10e. Un vétéran. C'est prenable, je pense. C'est très prenable. C'est un combat que Mike Malott peut gagner, spécialement avec ce qu'on a vu au dernier combat de Buckley qui s'est fait malmener contre Sean Brady. Il n'avait aucune solution. Ben, il s'est battu depuis ce temps-là, mais Ou c'était son dernier combat, je pense. À Buckley, son dernier combat, c'était contre Sean Brady. Puis il s'est fait complètement dominer contre Brady. Puis Mike Malott, honnêtement... En fait, non, il a perdu. Excuse-moi de t'interrompre. Il s'est rebattu contre Ousmane. C'est-tu Ousmane était avant ou après? Non, bref? c'est ça. Il s'est battu contre Sean Brady et Sean Brady vraiment l'a complètement dominé à sa dernière présence là. Sean Brady. Exact, c'est ça. Voilà. T'as raison. Donc, il a perdu contre Ousmane en juin 2025. Il n'est pas sur une bonne séquence. Il est revenu en mai dernier contre Brady. Il est sur 2 défaites de suite. Puis 2 dominations, honnêtement. Ouais, donc, puis Mike Malott, on le sait, très dangereux sur ses pieds. Un très bon kickboxing, mais une grosse ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Là. Jasmine en demi-finale contre Erin Blanchfield, ça va être un combat. Si Jasmine bat Erin Blanchfield, je la vois comme une fille qui peut donner du fil à retordre à Valentina. Une bonne boxe, là, des mains rapides. Si Jasmine réussit à battre Erin Blanchfield, wow, c'est le combat de championnat sous peu. Barrio contre Daukus. Mandel Nallo, j'ai vu contre Nate Landwehr. Donc, Mandel Nallo, on lui donne une deuxième chance. Et même chose, Julien Leblanc, on m'a confirmé qu'il allait être sur la carte de l'UFC Edmonton. On n'a pas encore d'adversaire. OK, intéressant. Donc, après des débuts un peu difficiles quand même à Winnipeg, on lui donne sa deuxième chance. Julien, très heureux pour lui. Fusion PFL MVP, je veux ton opinion là-dessus. Est-ce que MVP MMA, c'est comme ça que ça va s'appeler, avec le bassin, ouais, j'allais dire le roster, là, mais l'alignement ou la formation, les combattants qui sont avec la PFL présentement, est-ce qu'on est capable, et si on va devoir ajouter, là, assurément, mais est-ce qu'on va être capable de devenir un véritable compétiteur de premier plan pour l'UFC? Ben, je souhaite. Je souhaite peut-être qu'il y ait une certaine évolution qui se fasse au niveau de cette organisation-là pour peut-être, pas nécessairement donner une rivalité à l'UFC, mais peut-être un tremplin pour montrer à quel point l'UFC est dominant, à quel point l'UFC peut se démarquer des autres. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. On a vu le premier show de MVP. Oui, il y a eu beaucoup de yeux rivés là-dessus. Je pense qu'il n'y avait pas énormément de monde dans la place nécessairement. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher des gros noms, des gros talents, de monter comme l'organisation de l'UFC a été montée? On va voir. La fusion des deux ensemble, c'est intéressant. PFL puis MVP, c'est sûr que ça reste intéressant. Mais faut pas oublier que l'organisation de l'UFC, c'est une grosse machine qui a des événements pratiquement tous les fins de semaine, qui est rendu qu'il y a des institutions, comme lui l'a mentionné, UFC PI, pour entraîner les athlètes un peu partout. On est ailleurs. Là, t'sais. Ouais. Les payes des combattants, les cachets, MVP va pouvoir compétitionner, d'après moi, au niveau des cachets offerts. Donc, ça va donner plus de choix, je pense, aux combattants, des agents libres. Si on a le choix d'aller d'un côté ou de l'autre, si pour eux, l'aspect monétaire, c'est ce qui est le plus important, au moins, tu as peut-être un meilleur pouvoir de négociation en disant MVP m'offre tant. Bon. Les gens réalisent pas toujours qu'effectivement,
oui, la paye, c'est une chose, mais c'est comme quand tu négocies une job. Oui, tu as un gros salaire, mais c'est quoi les avantages sociaux qui viennent avec? C'est quoi les à côté? Est-ce que c'est proche de ton lieu de travail? Bref, tous les impondérables un petit peu. Puis l'UFCPI, l'encadrement, ça, c'est très important pour les athlètes. Donc, ça pourrait faire vraiment pencher la balance. Et toute la structure, effectivement, et la renommée, tout ça, franchement, à des années-lumière, l'UFC est devant. L'UFC dit, Dana White dit, moi, je compétitionne pas avec les autres ligues d'arts martiaux mixtes. Moi, je compétitionne avec la NFL, avec la LNH, avec les autres sports majeurs, avec le basket. Donc, lui, il minimise vraiment ça. La plus grosse différence, c'est Netflix. Ouais. Netflix a énormément plus d'abonnés que Paramount. Donc, si MVP, tout porte à qui sont pour leurs événements, sont déjà associés avec Netflix. Donc, s'il y a un partenariat à long terme pour les événements d'arts martiaux mixtes sur Netflix, ça offre une plateforme incroyable, plus que Paramount Plus. Mais il va falloir retrouver des... Il y a peut-être 2 vedettes. Moi, je vois peut-être 2 vedettes ou 3 présentement là, dans cette organisation-là, PFL, MVP MMA, Dakota Dicheva, AJ McKee, puis Umar Nurmagomedov. Ça va prendre plus que ça pour compétitionner avec l'UFC. Voilà pour ça. Dufort, Chaput, confirmé. Je pense que notre dernier podcast, c'était pas confirmé encore. Hey! Oui? Faut les faire venir ici. Ben là, ben là, nos amis... On a-tu le droit? On peut-tu faire ça? Ben oui, non, mais on pourrait. C'est juste que ça a déjà été fait. On va voir sur l'Arena. Ouais, nos amis de l'Arena ont fait une entrevue avec les deux ensemble. Donc, ouais, OK. On pourrait faire ça différent. Bon, on pourrait faire ça différent. Je veux dire, on a reçu déjà les deux C'est vrai. dans la même émission. Mais c'est sûr qu'on va les recevoir. Est-ce que ça va être dans quel contexte, sous quelle forme l'entrevue va prendre? On verra. Mais c'est sûr qu'on leur parle d'ici le 4 septembre. Ça vient vite quand même, là, par contre. Ouais, c'est vrai, très vite. Faut y penser. Est-ce que c'est le plus gros combat de l'histoire du MMA québécois? Moi, je mettrais ça sur un pied d'égalité peut-être avec Morgan contre Jourdain. Il faut absolument mettre ça sur un pied d'égalité avec Morgan puis Jourdain parce que Morgan puis Jourdain, c'était au Centre Bell. C'est ça. C'était incroyable. Moi, j'étais là. Je faisais mon 2e combat professionnel sur cette carte-là contre Sean Mean. J'avais fait une belle victoire par TKO au premier round. Mais écoute, Morgan, Jourdain, toute l'animosité qu'il y avait à côté de ça va se ressembler. Dufort, Antoine Chaput, ça va se ressembler. Ça reste quand même le vétéran qui est encore au sommet de ses performances contre le jeune loup qui s'en vient. Personnellement, je pense que ça va être un combat difficile pour Antoine Chaput, à moins qu'il touche en partant. Ben, c'est ça. Et on le sait que si ça va au sol, c'est Dufort. La soirée, si ça va au sol, on donne pas cher de la peau d'Antoine Chaput. Michael Dufort a la fâcheuse habitude de se faire toucher en début de combat ou en début de round. Puis on l'a vu, des flash knockdowns, on l'a vu être ébranlé à quelques reprises. Chaput frappe fort. Chaput a des bonnes mains. Je pense que Mick va devoir... avantage Dufort, qui a affronté de bien meilleurs combattants dans sa carrière, mais qui est encore au sommet de son art. Là. Il est assez jeune, là, encore au sommet de sa forme. Le jeune Chaput, Antoine, talent est là, l'expérience un peu moins, mais bref, c'est ça. C'est... Avantage Dufort, mais il doit pas prendre Chaput à la légère, puis il doit pas avoir une seconde d'inattention. Et il n'a pas le droit de se faire toucher comme il s'est fait toucher dans ses dernières sorties. Ouais, puis tu sais, le combat va être très, très, très hostile des deux côtés. Ça se fait. Ouais, puis c'est bon que tu dis ça, parce que excuse-moi, là, mais Dufort, il sort de son plan de match des fois, là. Oui. À cause de ses émotions. À cause des émotions, tout ça, là, puis du show qu'il veut donner, puis tout ça, là. C'est vrai, c'est un bon point, ça. Ça se fait au Colisée de Laval. Antoine Chaput, il y a du monde à Merce quand il se bat. Il en amène du monde. L'aréna va être pleine. Du côté de Dufort, c'est la même chose. Mais là, on va avoir vraiment un territoire hostile où est-ce que d'habitude, Dufort, c'est lui le favori. Il y a juste pour lui que ça crie. Là, ça va crier des deux côtés. Ça va bouer des deux côtés. Ça va être... Je sais pas si ça se dit, là, bouer. Hué. Mais ouais, on comprend. Et voilà, hué. Mais
vraiment, là, ça va être... La concentration, la gestion du stress, des émotions va être ce qui est le plus important parce que c'est ce qui va faire en sorte que les gars vont tous dépenser leur énergie ou non en partant. C'est un combat de 5 rounds. C'est 5 rounds. Ça va être super important que les gars soient sharp en partant. Vraiment, là, c'est un combat qui est très intriguant, qui va être très intriguant. On aura la chance d'en reparler, de l'analyser là, de fond en comble dans les prochaines semaines. Juste en terminant, là, au dernier show de Samouraï, Firas Zahabi est sorti de ses gonds. T'es-tu retourné au Tristar? Ben depuis? oui. Tout le monde avait juste parlé de ça. Non, ça n'en parlait pas beaucoup, je te dirais. Okay. Ça n'en parlait pas beaucoup. En ce moment, Firas est à l'extérieur. Il aide justement Nasrat Akparas. Il n'est pas beaucoup là. Fait que je pense peut-être que ça l'a estompé les choses pas mal. Okay. Mais écoute, c'est sûr que... Parce qu'on le voit jamais. Non. C'est un gars tellement posé. Ouais. Mais là, je sais pas ce que Léo Bonin a dit, là, puis quel commentaire il y a eu envers... Il a dit... Il y a eu de très mauvais commentaires envers le Tristar, en fait, envers l'équipe du Tristar. Puis Firas l'a pas pris, c'est son bébé, bien sûr. Donc, il voulait régler ça mano à mano, comme on dit. Mm-hmm. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, Bonin, là, mais pour faire sortir Firas Zahabi de ses gonds comme ça, dans un gala, dans une cage, après un combat, là, moi, où est-ce que j'accroche un petit peu, c'est que lorsque Bonin gagne, la première chose qu'il fait, c'est se retourner vers Firas puis dire « Je m'excuse. Fait que là, je me dis, bon, même si t'es pas au courant de l'histoire de ce qui s'est passé, clairement, lui a quelque chose à se reprocher. Ouais. Fait que là, je me dis, en plus qu'on sait pas l'histoire, peut-être que, tu sais, je veux dire, peut-être que Firas avait ses raisons d'aller là. Chose sûre, il a jamais levé la main. Il a pas touché, il est allé y parler. Oui, il a mis de la pression, mais il n'y a aucun geste physique qui a été fait. Donc, le plus important, c'est ça. Non, exact. Puis on a vu le clan Zahabi, là. Ouais. Ça le montre. Eman devait faire l'entrevue avec le gagnant. Il est le commentateur Samouraï, puis là, c'était terminé. Là, il dit, moi, quand il se passe quelque chose avec mon frère, là, moi, je suis là en arrière, puis il n'y a aucune chance que je m'implique pas, là, quand il dit... La famille, hein? Non, mais c'est ça, puis ça... il y a eu aucune seconde d'hésitation, même dans son rôle. T'sais, dans tout ça, dans son rôle, des fois, tu te dis comme, OK... Il va-tu y penser? Il va... Zéro. Puis c'est comme, bing! J'y vais, je défends mon frère. S'il arrive quelque chose, moi, je suis là avec lui. Toute l'équipe du Tristar, on se tient. Puis la famille, c'était beau à voir, entre guillemets. C'était émouvant, mais inquiétant. Dans le sens que c'était comme, OK, les autres, c'est ça. Là. Les liens sont plus forts que tout. Ouais. Mais bref, c'est ça. C'est que Léo Bonin, dans ses commentaires d'avant-match, a été apparemment... J'ai pas réussi à retrouver les de traces de tout ça, vraiment, là, mais... C'est ça. Il est très, très, très dur envers le Tristar, peut-être. Irrespectueux. Peut-être qu'il a ses raisons. Irrespectueux. Voilà, donc voilà comment ça s'est passé. Hey, encore une fois, beaucoup de sujets, beaucoup de belles discussions. Merci à Louis. J'espère que vous avez passé une belle heure en notre compagnie, mes chers amis. On va être de retour la semaine prochaine pour déballer et analyser tout ce qui s'est passé à l'UFC 330 et continuer ces belles discussions parce que le MMA québécois, mon Dieu, ça va être intéressant cet automne avec les combattants qui se battent, que ce soit à l'UFC, dans d'autres organisations ou à Samouraï. Bref, on poursuit ça la semaine prochaine. Merci à Phil, merci à Cube Radio. Merci à toi, mon cher. Yes, sir, Ben. Merci beaucoup. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. SOS Podcast!